Je vais y répondre de suite et après on va Ouais, avoir les questions très en bien. live. Ouais, parce que Euh, j'en ai noté aussi de mon côté, Philippe. oui, d'accord. Voilà. Donc, voilà, j'ai vu que tu avais répondu sur le replay qui serait accessible à tout le monde et que le diaporama Oui. aussi. Enfin, tout ce que l'on fait, c'est financé par la santé publique et c'est donné. Voilà, c'est voilà. Donc, à partir de combien de gommes on considère que le patient est sous-dosé en patch? En fait, on pourrait dire en théorie, c'est 5-6 gommes par jour, mais c'est surtout la façon dont le patient arrive à gérer son craving. C'est-à-dire, il peut y avoir que 3-4 gommes, mais s'il y a beaucoup de situations où il aurait dû en prendre et qu'il a dû gérer beaucoup son craving, donc plus que le nombre de gommes, c'est voilà, l'impression qu'a le patient de cette envie de fumer. S'il conserve beaucoup de moments où il a envie de fumer, même s'ils sont facilement gérables, on peut monter. L'idée, c'est de, tant qu'il y a des envies de fumer, même si elles ne sont pas très nombreuses, les plus intenses, ne pas hésiter à monter le patch pour voir l'effet que ça fait. Souvent, le patient, au premier patch, il a l'impression que déjà, c'est pas mal. Mais quand on rajoute un deuxième patch, souvent, alors là, il dit, ah, il voit la différence. Souvent, si on s'arrête au premier dosage, c'est, voilà, ils sont bien que ça marche. Et c'est souvent la montée de la dose qui fait qu'il adhère au traitement. C'est ce qu'il ne ferait pas s'il ne profitait pas d'un professionnel. Qu'est-ce que va ajouter le professionnel en plus? C'est le fait de l'inciter à monter la dose. C'est là qu'on va surtout l'aider. L'accompagnement, tout le reste, mais sur un plan, là, c'est évident. Il monte la dose, il voit bien que ça marche. Donc ça, c'est important. Alors en effet, on pourrait dire 5-6 gommes, mais là, c'est au-delà, c'est le ressenti qu'on a avec le patient. Et ça, vous êtes compétent, puisque vous êtes des professionnels de l'écoute aussi. Hein, vous avez l'habitude. Donc, bon. Ensuite, autre question. Oui, le gestuel, comment gérer le gestuel? Ben déjà, si le patient il n'a pas à gérer le craving, vous allez constater si le patient est bien soulagé au niveau de l'envie de fumer, le gestuel sera plus facile à gérer parce que pour le gestuel, évidemment, on n'a pas de médicament. Mais du coup, quand il est sous médicament, il n'a pas à gérer le craving. Donc, il va juste avoir à gérer des comportements et du coup, sa volonté, il va la mobiliser là-dessus. Alors, ensuite, on peut avoir des petits outils comportementaux comme une balle, par exemple, il y a la balle du moins sans tabac, vous savez, la petite balle rouge qui peut malaxer. On va travailler avec lui. Qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est le geste qui vous manque. Qu'est-ce que vous pourriez mettre à la place, quoi, quelque part? Donc, on a ça aussi. Mais déjà, le fait de gérer le craving, le gestuel devient plus facile à gérer. Le gestuel, il est compliqué à gérer quand le gars il a très envie de fumer. Du coup, il a l'impression que c'est le gestuel qui lui manque, mais c'est tout un ensemble de choses. Donc ça, c'est lien caféine-nicotine, eh ben, c'est que déjà la caféine, ça ressemble quasiment à l'adrénaline sur le plan de la molécule, donc ça augmente le stress. Mais en plus, au niveau des récepteurs du circuit de récompense, il va y avoir tendance il y a une interaction qui fait que la nicotine est moins efficace en présence de caféine. Pour faire simple, hein. Je ne suis pas un neurophysiologiste, mais c'est ce que j'ai retenu de comment expliquer les neurophysiologistes. Bientôt, on a un webinaire avec Maurice de Mathéis qui va sûrement nous expliquer des choses là-dessus à la Coréade. Donc, de fait, quand on boit du café, ben, le traitement de nicotine que vous proposez est moins efficace et le patient a envie de fumer. Mais moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de contexte. C'est-à-dire le moment où on boit de café, c'est l'effet café-clope, quoi. C'est-à-dire les deux vont ensemble. Donc il y a aussi ça, il y a un réflexe conditionné, c'est pavlovien, quoi, aussi. Donc c'est pas uniquement, je dirais, pharmacologique. Ensuite, à partir de quelle quantité de cigarettes, en dessous de quelle quantité de cigarettes on ne mettrait pas de patch, enfin du moins il n'en profiterait pas. Moi je considère que tout fumeur quotidien, quelle que soit la quantité fumée, s'il fume tous les jours, c'est qu'il est addict et il peut probablement bénéficier d'un patch. Ça ne nuira pas en tout cas, donc autant essayer. On peut y aller. Alors, même s'ils fument 2-3 cigarettes, moi j'ai des fumeurs à 2-3 cigarettes, le fait de leur mettre un patch de 7 mg, ben souvent ça n'empêche pas de donner 7 mg plus des gommes, mais
souvent, ils sentent bien que le 7 mg, quand même, ça les aide à… S'ils fument une cigarette dessus, elle aura moins d'intérêt. Donc, ça fait une protection. Et puis, il y a aussi l'effet psychologique. Hein. Le voltage maximal, Benoît, pour la vapote, en fait, ça dépend des cigarettes électroniques. Il y en a de plus ou moins puissantes, et puis ça dépend des fabricants. Ce qu'il faut, c'est se conformer aux recommandations du fabricant. Et la meilleure façon de le savoir, c'est d'aller acheter sa cigarette électronique en boutique. Enfin, moi, ça serait moi. Je sais que je ne lis pas les notices. Et je pense que beaucoup de gens ne lisent pas les notices. Donc, ils vont monter sans faire attention. Quand vous allez acheter dans une boutique, les vendeurs en boutique, généralement, sont bien formés, c'est leur intérêt, et ils vous donnent les bons conseils. Ils n'ont pas intérêt à ce que le gars il ait sa cigarette électronique qui explose, quoi. Ils perdent un client. donc l'achat en boutique, au moins au départ, avec de bons conseils, et on adapte. Voilà. Pour la vape, c'est la cigarette électronique, hein, c'est la même chose. Mais alors maintenant, il y a tellement de variétés de cigarettes électroniques. Les premières cigarettes électroniques, celles qui existent encore, sont à base de liquide, d'e-liquide. Mais on a la Joule et ce qu'on appelle les modes, les pot modes, qui fonctionnent avec des cristaux et qui sont plus puissants et qui délivrent plus de vapeur. Et ça ressemble à une clé USB, vous voyez. Donc, il y a plein de variétés de cigarettes électroniques et pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir s'il y en a qui sont plus ou moins nocives, qui sont plus ou moins addictogènes. Probablement que la Joule, enfin, les pot modes, les modes sont plus addictogènes probablement parce qu'elles délivrent plus de vapeur et plus de nicotine, enfin possiblement. En France, on est plafonné à 20 mg, alors qu'aux États-Unis, c'est plafonné à 50 mg. Voilà. Et les incidents qu'il y a eu aux États-Unis, c'est essentiellement lié au do it yourself, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le DI, c'est-à-dire le fait que les gens bricolent leurs cigarettes électroniques et font des mélanges de e-liquide. Et ils ont mélangé notamment de la vitamine E avec des substances qui faisaient que ça agglutinait dans les poumons et ils sont morts étouffés. Voilà, d'où l'intérêt de suivre les recommandations, les normes, d'acheter en boutique, etc. Donc, le rôle du professionnel, ça va être plutôt de conseiller ça. Voilà. Ensuite, on a aussi quelqu'un accompagnant non prescripteur qui évoque est-ce que c'est pour lui le projet LAST, je suppose. En fait, LAST, c'est un lieu d'accompagnement à la santé sans tabac, donc ce n'est pas un professionnel. Donc, par exemple, en ce moment, on travaille avec la Ligue contre le cancer pour faire de leur association, enfin, là où ils reçoivent les patients pour les soins de support. Et du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que le local soit un LAST et que des accompagnants non professionnels de santé puissent accompagner les patients fumeurs et éventuellement les orienter vers un professionnel pour avoir la prescription. Ça n'empêche, le professionnel peut faire la prescription médicamenteuse et puis les bénévoles, les accompagnants associatifs peuvent faire le suivi, l'accompagnement, la motivation, enfin tout ce travail avant, pendant, après. Voilà. Donc, ce qui est intéressant à ce moment-là, quand une association et un lieu associatif veut se monter en LAST, d'interagir avec nous, parce que nous, on peut, pour la Ligue contre le cancer, par exemple, on réfléchit avec eux au projet. Donc, on co-construit avec eux comment ils doivent s'organiser, enfin, comment ils veulent s'organiser, ce que nous, on peut instiller dedans qui leur servent. Hein, c'est leur projet. Mais nous, on peut y instiller des éléments de par l'habitude que l'on a qui peut leur faciliter les tâches. Parfois, il peut y avoir besoin de financement, donc on peut les aider aussi à monter les appels à projets. Voilà, on peut aider à ce niveau-là et c'est toujours intéressant, bien sûr. Toujours intéressant. Ouais. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous, Monsieur Brunet, je crois. C'était voilà. vous qui avez c'est ça, tout à fait. Très bien. Comme ça, on pourra en discuter un peu plus précisément et voir ensemble. On a travaillé beaucoup avec les associations néphalistes autour de l'alcool, hein, alcoolique anonyme, tout ça. Ça fait partie, oui. Voilà. Et pour le tabac, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire les pairs, les patients experts, les pairs, etc., sont
extrêmement utile. Ça fait partie de l'entourage. Donc, bien sûr, c'est un point très important. Oui, parce qu'en fait, mon association, c'est la santé de la famille. Elle s'occupe principalement de l'alcool, mais de tous les produits psychotropes. Donc, la cigarette en fait partie. Mais oui, le bien tabac. sûr. Bien sûr, Voilà. tout à fait. C'était pour Et ça ma question. les deux fonctionnent bien ensemble. Alors, souvent, tant qu'on n'a pas tout Il y a une arrêté… question, Oui, il y avait une question justement, Philippe, Ouais. tu fais bien d'en parler sur l'interaction alcool-cigarette, donc ça fait le lien tout Voilà, bénef. et c'est sûr que quand on est quand on est addict, quand on souffre d'une maladie addictive, c'est-à-dire qu'on a le cerveau qui a été… On parle de… c'est pas tellement de la plasticité neuronale un peu, mais le cerveau est appétent pour toutes les substances addictogènes. Donc, si on enlève une substance addictogène, on a tendance à compenser par une autre qui est là. C'est-à-dire, on arrête l'alcool, du coup, peut-être qu'on va fumer plus, on arrête le tabac, peut-être qu'on va boire plus. C'est pas obligé, mais voilà, c'est une pente savonneuse facile à emprunter. Et donc, l'idée, c'est ce qui est soulevé, c'est d'arrêter en même temps les deux. C'est souvent compliqué quand même. Disons qu'on va arrêter les deux dans le même temps. Et ce même temps, ça peut prendre des mois, des années, mais dans le même élan où on prend soin de soi. Si on arrête de fumer, on arrête l'alcool. On arrête l'alcool, on arrête de fumer. Si on est addict aux substances et puis aux autres, au cannabis, etc. Alors, je vois aussi qu'il y a une question… je m'étais noté aussi supervision pour les cas complexes. C'est vrai que c'est un projet que l'on a, qu'on comptait développer sur les territoires, c'est réunir des professionnels d'un même territoire, alors là en présentiel, et chacun amène des situations complexes avec lesquelles il a du mal à faire avancer la personne. Et du coup, on pourrait discuter avec des experts du coin, qui seraient des ressources locales de ces cas complexes. Mais ça peut se faire aussi en visio. Donc, c'est sûr qu'une supervision autour de cas complexes, ça serait intéressant. Voilà, donc sans forcément s'inspirer de Carole Bouquet dans la série Psychothérapie, que je regarde avec grand intérêt, n'est-ce pas, Benoît, également. Très intéressant. Ensuite, j'ai mon gendre qui connaissait bien une des actrices, alors on est encore plus motivé. Alors, ensuite, on n'a pas cité le Ziban et le Champix. Oui, parce que ça relève de la prescription seulement médicale. Mais le principe est le même. C'est-à-dire, moi, je serais assez partisan qu'aussi la prescription… Pour le Ziban, c'est compliqué parce qu'il a beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de contre-indications. Là, à mon avis, ça reste vraiment dans le champ médical. Le Champix, son inconvénient, c'est qu'il a à peu près des effets secondaires dans au moins un quart des cas assez contraignants. Mais si on le prescrit comme les substituts nicotiniques, c'est-à-dire que le Champix, on le monte progressivement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de craving et en fonction des effets secondaires. Or, le laboratoire a obtenu l'AMM pour une boîte d'initiation où tout est programmé, donc on est obligé de faire du prêt-à-porter. Donc, plutôt que de faire du prêt-à-porter, moi, je conseille de faire du sur-mesure, de la haute couture avec ce médicament. C'est-à-dire, vous ne prescrivez pas la boîte d'initiation, vous prescrivez directement la boîte de comprimés à 0,5 mg. Il y a 56 comprimés, je crois, de 0,5 mg. Et avec cette boîte, vous allez donner un comprimé le soir au départ. Normalement, on monte à un comprimé 0,5 matin et soir le 4e jour. Si le patient ne supporte pas très bien à 0,5 mg, eh bien, on va attendre. Parce qu'en quelques jours, les effets secondaires disparaissent. Donc, on attend qu'il n'y ait plus d'effets secondaires. Et on va monter à 0,5 matin et soir. Il va encore avoir un peu d'effets secondaires. Ça va passer en quelques jours. Et s'il n'a plus envie de fumer, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Il n'a plus envie de fumer, on a atteint l'objectif thérapeutique et ça suffit. On va rester à 0,5 matin et soir, sans monter à la dose de 1 mg matin et soir, qui est la dose théorique la plus efficace statistiquement dans les études. Mais on sait que beaucoup de patients ont déjà un effet suffisant à 0,5 matin et soir. Ça vous permet d'éviter de monter au-delà de la dose supportée par le patient. Il ne faut pas s'obliger à aller à 1 mg, alors qu'avec la boîte d'initiation, ça vous amène automatiquement à 1 mg matin et soir. Moi, je sais que quasiment un bon tiers de mes patients
à 0,5 matin et soir, ils n'avaient plus envie de fumer. Donc et ce sont justement ceux qui font les effets secondaires. On peut monter ensuite à 0,5 matin, midi et soir. Ça permet aussi de faire un palier de plus. Et à 0,5 matin, midi et soir, vous avez quasiment les 2/3 des patients qui n'ont plus envie de fumer. Ensuite, vous avez des patients, 1 mg matin et soir, ça ne va pas suffire. Il va falloir monter à 1 mg matin, midi et soir. Ils ont encore envie de fumer à 1 mg matin et soir. C'est par exemple le patient qui fait 120 kg et qui fumait 3 paquets par jour. Lui, il est évident que ça peut être nécessaire de monter. Voilà. Moi, je ne suis jamais monté au-delà de 3 mg par jour. Il y en a qui sont montés à 4, mais voilà. Ensuite, le Ziban n'est pas renforcé. Je vois ça dans les notes. Oui, tout à fait. Ça coûte très cher, le Ziban. Donc, il était peu prescrit. Il est encore moins. Et il n'est pas remboursé. Le seul intérêt du Ziban, c'est chez les patients qui ont des problèmes de poids, de prise considérable de poids à l'arrêt. Et quand je dis prendre du poids, c'est un patient qui va prendre 20 ou 30 kilos en arrêtant de fumer. Ça serait le seul intérêt. Un patient qui prend 3 à 5 kilos, quasiment, c'est normal. Il y en a qui maigrissent en arrêtant de fumer. Ce n'est pas obligé. Mais un patient qui prend 3 à 5 kilos, bon, ce n'est pas très grave, il va les reperdre après. Bon. Mais il y a des patients, ils prennent 30 kilos. C'est rare. Alors, celui-là, bon. Ensuite, ces patients-là, souvent, ils ont des troubles du comportement alimentaire de type hyperphagique. Et du coup, le Ziban est contre-indiqué dans les troubles du comportement alimentaire, plus toutes d'autres contre-indications. C'est contre-indiqué dans l'épilepsie, c'est contre-indiqué dans les maladies du foie, c'est contre-indiqué donc. Et comme on parlait de l'association alcool-tabac, donc on est compliqué chez nos patients aussi. Philippe, je me permets, il y avait une question, excuse-moi, qui avait été posée au tout début de la formation. C'était par rapport, donc je ne sais pas si la personne elle est toujours là, mais du coup, voilà, c'était une question sur une patiente qui présente de grosses rougeurs à l'endroit où elle pose son patch. Elle le change quotidiennement d'endroit. Quelle solution apporter dans ces cas-là? Antihistaminique, crème locale voilà, donc on peut faire. Alors moi, ce que je demande, je pense que le plus intéressant, c'est que les gens, du coup, peuvent interagir. Souvent, avant de vous revoir, ils vont déjà avoir cet effet secondaire. Donc, ils peuvent interagir avec leur pharmacien, qui peut être de bons conseils par rapport à ça. Et ça implique le pharmacien. Alors, ils vont dire au pharmacien, j'arrête de fumer, je mets des patchs. Le pharmacien sait en général, il a tel ou tel inconvénient. Et donc, le pharmacien peut conseiller des produits antihistaminiques, peut conseiller des patchs moins allergisants pour essayer d'autres marques. Il va conseiller de changer d'endroit, bien sûr, et d'aller sur des endroits où la peau est un petit peu plus épaisse. Il faut les mettre dans des endroits où la peau est un petit peu plus épaisse, mais ensuite, ça colle moins bien. Donc, bon, il y a des tabacologues qui conseillent de mettre les patchs sous la plante des pieds, parce que là, il y a beaucoup moins cet effet allergisant, mais de fait, ça passe moins la couche cornée. Donc, il faudra monter les doses et ce n'est pas très commode d'avoir 3 ou 4 patchs par plante de pied. Donc, voilà. Donc, c'est assez théorique parce que beaucoup de tabacologues disent qu'ils font, mais en fait, quand on les interroge précisément, voilà, il n'y en a pas tant que ça. C'est un cas exceptionnel. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois et généralement, les gens, ils n'adhèrent pas trop. Voilà, et puis si vraiment les patchs, ça veut pas, parce qu'il y a des gens, en effet, il y a le syndrome léopard, les gens avec des ronds rouges partout, ça tient pas, ça gratte trop, ça les gêne pour dormir. À ce moment-là, on passe au Champix, par exemple, donc sauf chez la femme enceinte. Excusez-moi, je peux prendre la parole? Bien sûr, allez-y. C'est moi qui ai posé la question, effectivement. J'avais entendu parler aussi, je voulais avoir votre avis, d'un Tegaderm posé sous le patch. Alors, malgré qu'il soit imperméable, il laisserait passer la nicotine. Enfin, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, donc je voulais avoir votre avis. Alors, oui, je l'ai déjà entendu, ça, mais du coup, on n'a pas on n'a pas de recul pour savoir si ça passe de la même façon. Ensuite, c'est pas très grave. On peut le faire et puis on voit bien. C'est l'envie de fumer. Éventuellement, on montera la dose si ça limite l'effet allergisant et si l'envie de fumer décroît. C'est ça. Oui, l'objectif. Ok. Il faut tenter. Moi, je l'ai jamais fait parce que je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Oui. Mais pourquoi pas?
on essaye, hein, on improvise avec le patient. C'est une chose très, très intéressante, c'est-à-dire que pour l'arrêt du tabac, il faut sortir de ce qui est protocole. Vous voyez, il faut faire du sur-mesure avec le patient, c'est ça qui est important. Et pour faire du sur-mesure, il n'y a pas besoin d'être un tabacologue, je veux dire. Vous connaissez bien votre patient, vous avez la compétence de l'interaction avec lui, vous êtes des professionnels de l'interaction soignant-soigné, et je pense que vous avez toutes les compétences à partir du moment où les traitements ne font pas courir de risques de santé, qu'on est dans quelque chose qui est assez sécurisé. Voilà. Le tabacologue, à mon avis, ça va être pour des situations complexes, des très gros fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter, ou des fumeurs qui sont aussi avec des consommations de cannabis, d'alcool, des troubles psy, des trucs comme ça, plus compliqués. Mais le fumeur lambda, qui est 95% du fumeur que l'on voit, tout professionnel de santé a les compétences. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt. Qu'il puisse gérer l'arrêt du tabac en même temps que ses autres problèmes de santé, si vous voulez, avec ces mêmes professionnels sur le même parcours. Ça fait partie de lui, c'est une pathologie comme une autre. Voilà. Et dans une autre pathologie, ben, on le gère, on envoie au spécialiste, chez le spécialiste, que quand on est dépassé, si vous voulez. Je vois les infirmières, quand elles font des soins d'ulcères, d'escarres, tout ça, elles les gèrent très bien. Et puis, elles vont adresser aux dermatos hyper spécialisés dans les soins d'ulcères quand elles ont une difficulté avec. Mais elles gèrent le cas courant. Et mieux qu'un médecin, par exemple, parce que là, elles sont… Et je pense que pour le tabac, et j'aime bien l'idée d'Audrey qu'elle a dit à la fin, qu'on ait une communauté de professionnels qui accompagnent les mêmes patients. Et le tabac, ça peut être une façon aussi de mobiliser cette communauté autour du même patient, avec les mêmes discours qui sont cohérents, congruents les uns avec les autres, et de souder cette idée de communauté qui existe un peu théorique. En pratique, à part des échanges de mails et pacoglobules, finalement, cette communauté, elle est un peu virtuelle. Et je pense que, enfin, elle se ressent sur chaque cas. Mais là, le tabac, c'est de la prévention et ça permet à toute la communauté des professionnels d'interagir avec le patient. Donc ça, c'est très intéressant. Et la place du pharmacien n'est pas celle du chirurgien dentiste, de la sage-femme, de l'infirmière. Chacun a sa place avec sa façon de faire. Et c'est le patient qui nous choisira finalement. Et du coup, nous, on est à même de répondre à sa demande et d'aller le chercher. Et s'il accepte, et ben, du coup, ça lui fait plein de ressources. Moi, je trouve ça très bien. Est-ce que, Audrey, il y a d'autres questions? Il y avait quelques… On a eu pas mal de questions. Alors, tu répondras vite, je pense, à celle-ci. Si trouble du sommeil avec un patch sur 24 heures, est-ce qu'on peut passer sur un patch à 16 heures? Tout à fait. Alors, le patch de 16 heures, tous les patchs se mettent le matin après la toilette et s'enlèvent le matin avant la toilette, même quand ils sont sur 16 heures. Ensuite, vous pouvez avoir des patchs sur 24 heures que vous enlevez le soir. Il a un stock de patchs sur 24 heures, il a du mal à dormir, il ne le met pas la nuit, il enlève le soir. L'inconvénient, c'est qu'il va avoir moins de doses. Voilà, mais ce n'est pas grave. Voilà, il n'aura pas la dose la nuit, mais il aura la journée. Donc, on n'est pas obligé de mettre des patchs sur 16 heures s'il a un stock de patchs sur 24 heures. Il enlève la nuit. Voilà. Il y avait une question aussi sur l'ordonnance, à savoir quelles références on indique pour les différents produits, patchs, sprays, Ouais. etc., etc. Eh bien, on prescrit en générique. C'est-à-dire, vous mettez patch de nicotine, 21 mg sur 24 heures, et le pharmacien, lui, va délivrer ce qu'il a en stock. Ça lèvera un obstacle. Si vous prescrivez une marque, si ça se trouve, le pharmacien n'a pas en stock, il va la commander, ça oblige le patient à retourner chez le pharmacien avec quelqu'un qui a souvent la motivation fragile. Vous voyez, donc moi, je prescris en générique, le pharmacien donne ce qu'il a. Voilà, et qui est remboursé. C'est le plus simple. Et pareil en gomme. Plutôt que les gommes, moi, je donne des comprimés à sucer. Vous n'avez pas le risque de mastiquer trop vite. Mais c'est dégueulasse. Mais comme les gommes, hein, c'est pas… Et Voilà. enfin, la dernière question que j'ai notée, enfin, excusez-moi si je n'ai pas tout noté, mais voilà. Mais peut-on couper un patch pour en faire une moitié de dose? En faire une moitié de dose, oui, voilà. Alors, on faisait ça surtout quand quand c'était pas remboursé. Maintenant que c'est remboursé,
C'est juste le temps d'aller chercher alors voilà, le patient mais à la limite on faxe l'ordonnance à la pharmacie ou on l'envoie par mail, enfin, etc. Actuellement, il vaut mieux passer un patch moins dosé, c'est mieux. Parce que tous les patchs ne peuvent pas être découpés. Ça dépend des marques. Et c'est pas prévu pour, quand même. Donc, voilà, l'idée, c'est plutôt de prescrire. Il est à 14, on veut du 7, et ben, on va lui prescrire du 7. Et puis, en attendant d'avoir son 7, s'il y a 3 jours d'attente, il peut le couper. Voilà, c'est pas dangereux, c'est pas ce que je veux dire. Mais du coup, la dose n'est pas délivrée de façon conforme. Voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions. Il me semble que oui. En tout cas, j'ai essayé de lister tout ça. Si quelqu'un a toujours une question qui reste en suspens, qui n'hésite pas avant que l'on clôture la séance. Après, vous pourrez toujours nous recontacter pour poser votre question. C'est aussi. L'idée, c'est qu'il y a un forum sur le site LAST. Et donc, on peut communiquer par mail, par téléphone. Et l'idée, c'est qu'on ait une communauté de professionnels au niveau Nouvelle-Aquitaine et que du coup, le projet, il se construit tous ensemble. Vous voyez, tout ce que j'ai dit là, qu'Audrey a dit, c'est quelque chose qui est issu de 2-3 ans d'expérience. Il y a déjà une quinzaine de thèses en cours déjà soutenues. Ça se construit au fur et à mesure avec les professionnels de premier recours et les patients. Il y a eu des enquêtes auprès des patients, des professionnels. Tous les outils sont co-construits avec des gens qui sont volontaires, bien sûr, on ne va pas me l'imposer parce qu'on est tous très, très pris. Mais l'idée, c'est que voilà, si vous voulez participer aussi à la construction d'outils sur votre territoire ou de façon générale, il ne faut pas hésiter. L'idée, c'est vraiment de faire de ce projet et de notre association, le but, c'est en effet qu'on soit une communauté de professionnels. Ce n'est pas réservé aux médecins, loin de là, très loin de là. Bien sûr, il y a des médecins, voilà. Mais l'idée, c'est que voilà, on est tous là pour travailler ensemble. Et moi, c'est ce qui me porte un petit peu dans ces projets et qui me semble très intéressant. C'est qu'on apprend à se connaître les uns les autres avec nos spécificités et en interaction avec nos patients. Ce sont les mêmes patients, mais ils ne se présentent pas de la même façon devant chaque professionnel aussi. Et donc, c'est la richesse de cette diversité qui fait que chacun va trouver sa réponse, qui n'est pas forcément uniquement avec le médecin ou la sage-femme. Voilà. Bien, ça clôture parfaitement, je trouve, ce temps d'échange. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet ou alors reprendre contact avec nous. En l'occurrence, ça sera moi qui sera derrière les mails ou téléphones, mais je ne suis pas toute seule. Voilà, il y a toute une équipe derrière. Et aussi à en parler à vos collègues. Vous allez recevoir les slides, etc. par mail. Ça sera mis aussi sur notre site internet, LAST, le replay. Puis, il y a d'autres dates de visio. Voilà. Si vous avez assisté aujourd'hui, vous pourrez très bien, dans quelques mois, si vous souhaitez y assister de nouveau. Oui, on peut faire des révisions. Voilà. Tout à fait, des piqûres de rappel. Voilà, et n'hésitez pas à vous inscrire. Tous les LAST sont les bienvenus. Tout à fait. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, bonne continuation. Et à très vite, j'espère. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.